Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 17h à 19h sur les ondes de radio Alger Chaîne 3. Je suis Reda Menassel en compagnie de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant 2 heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission, chapeauté par nos chroniqueurs Mariam Gouraya, Karim Mbarek et Salim Sharfawi, nous avons le grand plaisir de recevoir une personnalité incontournable du petit monde de l'IT algérien. Ingénieur en informatique diplômé de l'ESI, membre du comité permanent de la recherche scientifique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, ancien président du groupement des acteurs algériens du numérique, son CV est aussi long qu'un jour de Ramadan et il sera des nôtres pour nous parler de son premier livre intitulé e-gouvernement en Algérie. Monsieur Tejdin Béchir est l'invité de Médiatique ce soir. Et en P2, nous vous proposerons un programme hétéroclite, puisqu'il sera question de e-commerce, en compagnie de notre ami Radouane Hammo, sans oublier Monsieur Wissam Sabr Chérif, qui viendra nous parler de son dernier B Digital. Et tout ça, bien autre chose encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la terra numérica, juste après ceci. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre émission, revient pour une 3e saison. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel, réalisé par Hassiba Djebloun, chaque jeudi de 17h à 19h sur Alger Chaîne 3. Et il est 17h12 sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3. Nous sommes en direct dans Médiatique, présenté par votre serviteur, Reda Menassel, assisté évidemment, comme depuis 3 ans, par la sémillante Hassiba Djebloun, derrière la vitre. Je suis bien entouré, puisque j'ai mes chroniqueurs autour de la table, en l'occurrence Karim Mbarek, Salim Sharfawi et Mariam Gouraya. Et nous accueillons évidemment pour cette 2e émission de la 3e saison de Médiatique un invité exceptionnel, en l'occurrence Monsieur Tejdin Béchir. Marhaba bik Tejdin. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors j'ai énuméré, j'ai récité, j'ai déclamé ton long CV tout à l'heure en préambule de l'émission, mais tu viens aujourd'hui pour nous parler d'un événement. Il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de numérique dans notre pays. Et Tejdin, notre ami, est l'auteur d'un livre qui s'appelle e-gouvernement en Algérie, état des lieux, obstacles et solutions, et c'est ce qu'on va évidemment détailler ce soir en compagnie de nos chroniqueurs. Dans ton 4e de couverture, Tejdin, qui est très très intéressant, tu dis ceci, ouvrez les guillemets, Allah ne change rien en un peuple tant que celui-ci n'a pas changé ce qui est en lui. Ce verset coranique énonce un principe immuable qui s'applique à tous, croyants ou non-croyants. Pour mettre notre pays sur la voie du progrès, il est essentiel que chacun s'implique activement plutôt que de compter uniquement sur l'État. Est-ce que tu peux nous développer ta pensée par rapport à ça? Est-ce que l'État est trop présent justement dans ces processus de numérisation? Très bien. Depuis 2020, nous constatons que le thème du numérique, il est présent partout. Les journalistes, le président de la République, le chef du gouvernement, les ministres. 3 ministres d'ailleurs dédiés. On a créé un ministère du numérique, on a créé un ministère de l'économie, de la connaissance. Donc la thématique était très présente et on sentait l'importance du numérique, d'accord ? Il fallait trouver une vision. Le problème du numérique en Algérie, c'est que nous avons besoin d'une vision globale. Chacun tout seul ne peut pas développer le pays vers un gouvernement numérique, un gouvernement digital. Exactement. Et à chaque fois, nous les Algériens, on attend que le gouvernement ne fait pas ça, il fait ça, et on critique sans donner quelque chose de concret, sans participer à ce développement. Donc,
après 3 ans de présidence du GAN, du groupement algérien des acteurs du numérique, j'ai été sollicité plusieurs fois, des centaines de fois par des journalistes par rapport à la question du numérique, parce que c'était une question d'actualité. Et à chaque fois que je répondais, je sentais que ces journalistes-là ne cernaient pas très bien le problème, ne comprenaient pas très bien qu'est-ce que ça veut dire un e-gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire que... Et peut-être même, certains responsables, ils n'ont pas exactement quelle est la vision finale du e-gouvernement, c'est quoi? Tu as remarqué que je ne l'ai pas pris pour moi. Hein. D'accord. Donc, je me suis dit que c'est de mon devoir de participer au progrès de mon pays. Et ce que je connais, le savoir, le minimum de savoir que j'ai, le minimum d'expérience que j'ai, je dois le partager. Et à ce moment-là, je vais ouvrir un débat à partir d'un livre. Donc, pendant la durée de mon mandat, j'étais invité sur les plateaux TV, j'étais invité sur les plateaux radio, j'étais interviewé par les journalistes de la presse écrite, mais tout cela ne reste pas. Il n'y a pas mieux qu'un livre qui va rester dans l'histoire. Une interview ne reste pas dans l'histoire. Ça peut rester pendant des années sur un site web, mais personne ne la consulte. Mais dire que il y a un livre sur le e-gouvernement en Algérie, ça interpelle tout le monde. Je veux le lire, je veux savoir de quoi il s'agit. Parce qu'on peut dire que c'est un peu paradoxal de parler numérique sur un support traditionnel, physique. Alors, pour ton information, Reda, le livre, il existe aussi au format numérique. Et sur Amazon, effectivement, j'ai bien Amazon, vu ça. Et il a été acheté par des personnes sur Amazon. Il va être sur Kindle, je suppose. Alors, au Japon, en Amérique, en France, et ça m'a vraiment étonné. Et c'est tant mieux. Très bien. Il est à vous, messieurs. Qui veut être le premier à bombarder notre ami Tajdine de questions? Allez, honneur aux dames, ce sera Mariam Goureya. Merci à tous. Bonsoir, Monsieur Bachir. Moi, je rebondis sur le point que tu as abordé, Reda, c'est sur Alors, ceci n'est pas l'émission de notre ami Kamel Shekat. Vous écoutez bien Médiatique sur Radio Aléchan 3 et je salue mon collègue que j'aime beaucoup. Ouais. Tu l'avais donné en français, je le redonne en arabe. C'était justement du moment que, autant que personne, simple citoyenne, qu'est-ce que je pourrais apporter comme contribution pour aller dans ce sens? Alors, je commencerai d'abord par vous corriger le verset coranique, parce que c'est important de le dire exactement avec les mêmes lettres. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc ça, c'est pour le verset. Justement, l'idée de ce verset-là, c'est de faire participer tout le monde. Vous êtes responsable de votre pays. C'est pas normal. Nous, les Algériens, nous avons un problème, c'est que on ne fait rien et peut-être on fait du mal et on attend que le gouvernement nous règle nos problèmes. Alors ça peut s'expliquer évidemment quand on connaît l'histoire de notre pays. Il y a eu du socialisme pendant de longues années. L'État a toujours les secteurs régaliens qui chapeautent. Donc voilà, il faut prendre aussi en compte notre environnement. Très bien. Il faut sensibiliser tout le monde. Il est crucial de changer de mindset, de changer de paradigme. Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes les compétences, et il y en a en Algérie. Nous avons besoin de toutes les compétences algériennes pour participer au débat. Vous savez, quand un responsable va lire un livre, va lire un article, il sera influencé peut-être pour régler certains problèmes. Il est possible qu'il change de vision à travers une participation. Par exemple, je mets un commentaire sur un article sur LinkedIn, ça pourrait influencer quelqu'un. Ils sont présents, nos responsables sur LinkedIn, ils sont présents sur Facebook. Donc, notre devoir en tant que citoyen algérien, c'est de participer. Actif et engagé. Actif et engagé, exactement, c'est de participer à ce débat, de proposer, au lieu de se plaindre tout le temps, de proposer des solutions, de proposer des idées. Peut-être que quelqu'un a... Vous savez, en Inde, il y a deux personnes qui ont écrit un livre, Reset India, je crois. C'est un livre... On mettra les détails sur la page Facebook de l'émission. Voilà. Alors, c'est grâce à ce livre-là que l'Inde
a progressé dans le digital, est devenu le département informatique du monde, comme on l'appelle. Il y a une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Ces deux personnes qui ont écrit un livre. Ce livre a été entre les mains des décideurs. Ils ont compris que c'est important de travailler sur ce livre et ils ont appelé ces personnes-là pour participer à ce débat-là. Donc le fait d'écrire un livre, peut-être on va changer les choses. Le fait de faire un commentaire, cette émission, c'est une contribution. D'accord. Nous sommes en train de... Je ne dis pas que je détiens la connaissance. J'ai donné mon avis. Et je suis en train d'ouvrir le débat et je laisse les gens proposer. Je vois partout dans le monde quand quelqu'un écrit un livre, il y a des débats sur les scènes de télévision. Je suis tout à fait d'accord. Les gens critiquent. Les critiques objectives, on en a besoin. Les critiques destructives, on n'en a pas besoin. On a besoin de critiques objectives qui améliorent les choses. Salut. Alors, tout d'abord, écoute, merci beaucoup, Bachir. On a eu l'occasion d'en discuter. J'ai eu la chance d'avoir accès à ce livre qu'il a été dédicacé. D'accord. Déjà, je te remercie pour l'avoir écrit de manière très simple. Il est très didactique, effectivement, très accessible. Très didactique, donc accessible pour des non-techniciens, donc ingénieur comme je suis, donc moi je peux aller en profondeur, comprendre certains trucs, mais il était très digeste. Donc ça, c'est déjà une excellente chose. Et un exercice de style assez compliqué pour devoir le faire au quotidien. Exactement. Donc, et ça requiert beaucoup de recul et d'expertise. Effectivement. Le sujet en lui-même est un sujet donc effectivement d'actualité. On entend, et je cite donc dans le livre donc, qui est divisé en 3 gros chapitres, 3 grosses parties. Donc où il y a eu donc un état des lieux de ce qu'il y avait. Donc avant l'état des lieux, donc des généralités, expliquer ce que c'est du gouvernement, le concept, voilà tout ça. Donc il a été abordé comme une thèse en fait. C'est exactement ça. Donc déjà là, on a une vue 360 du sujet, de ce que c'est l'e-gouvernement. Après, donc de manière générale, et hop, on rentre dans l'état des lieux qui est un petit peu le focus sur ce qui se passe chez nous en Algérie. D'accord ? Donc essayer de faire un petit peu le parallèle avec ce qui se passe ici en Algérie. Et c'est un sujet d'actualité. On a vu beaucoup d'actions donc, que tu cites parfaitement. Donc tous les travaux qui ont, depuis ça remonte comme c'est bien noté sur la préface des années à l'époque du président Boumedienne. Il y a une photo d'ailleurs qui illustre ça superbement. Très belle photo d'ailleurs. On voit le président Boumedienne en compagnie du professeur Mentaleshta. Exactement. Qui a préfacé le livre. C'est la seule photo du livre. Voilà, donc une belle photo donc, qui déjà témoigne de l'engagement du pays. Et déjà là de l'avant-gardisme qui avait déjà cette vision. Avant-gardisme, n'exagérant rien, mais de la volonté. De la volonté et une certaine vision. Voilà. D'accord, parce que le terme vision revient très souvent aussi dans ce livre. Moi je vais aller directement dans le vif du sujet. Donc, ne le ménagez pas, messieurs, dames. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que c'est des choses qui m'interpellent et je pense que les auditeurs aussi vont chercher à comprendre un peu plus. On a parlé de certains objectifs qui ont été fixés donc, par l'ONU, d'accord, qui sont énumérés au nombre de 17, si ma mémoire est bonne. Donc des objectifs, les ODD, ce que tu as appelé les ODD. Le développement durable. Voilà, exactement. Donc les objectifs de développement durable qui sont fixés par les Nations Unies. Et le e-gouvernement, le e-gov, moi j'aime bien l'appeler e-gov, donc l'e-gov est censé justement aider, d'accord, à atteindre ces objectifs-là. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus donc, quels sont... Qu'est-ce qui a été fait et surtout qu'est-ce qui reste à faire? Exactement. Non, sa question elle est beaucoup plus théorique. La participation du e-gouvernement dans la réalisation des ODD. Et c'est une question théorique que je dois la mentionner. Je l'ai mentionné parce que c'est important d'attirer l'attention des gens qui s'occupent du développement durable. Mais ce qui intéresse aussi nos auditeurs, c'est qu'est-ce qui va changer dans leur quotidien. C'est pour ça que je voulais une conclusion par rapport à ça. Alors, par exemple, pour l'ODD numéro 3, c'est la bonne santé et le bien-être. Le fait qu'on ait un e-gouvernement qui permet d'accéder aux hôpitaux en ligne, qui permet d'accéder aux médecins, etc. On est en train de réaliser un des l'ODD numéro 3. L'ODD numéro 5, l'égalité des sexes. Aujourd'hui, grâce
Ça mériterait une émission ça, rien qu'autour ça, de ça. ça a l'air bizarre. Qu'est-ce qui vient faire le e-gouvernement avec l'égalité des sexes? Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont dans des villages, qui ne peuvent pas se déplacer vers des administrations. Donc, ils ne peuvent ni créer une entreprise, ni voir de quoi il s'agit, quelles informations, qu'est-ce qui est nécessaire pour créer une entreprise. Si nous avons un e-gouvernement qui leur permet de les informer d'abord, de leur permettre de créer une entreprise artisanale à partir de leur maison, de leur permettre de vendre leurs produits en ligne grâce au e-payment qui fait partie du e-gouvernement, nous sommes en train de réaliser l'ODD numéro 5 qui est l'égalité des sexes. Nous avons aussi l'ODD numéro 9, l'industrie, l'innovation, l'infrastructure, ça c'est clair. S'il n'y a pas d'e-gouvernement, aujourd'hui, un industriel qui va créer une usine, il doit attendre, il doit déposer son dossier, attendre l'administrateur qui valide son dossier, etc. Par contre, si on avait un e-gouvernement, et ça permettrait aux industriels de mettre leurs demandes d'autorisation en ligne et recevoir rapidement la réponse sans se déplacer. Vous savez, quelqu'un qui est à Betna ou à Adrar qui va construire une usine, pour avoir une autorisation, il doit se déplacer à Alger. Ouais. Il doit donc venir par avion, il doit séjourner dans un hôtel, il doit dépenser, et si on ne lui répond pas, on lui dit que ça va prendre 15 jours, il va revenir dans 15 jours. Et si la réponse n'est pas encore prête? Donc, le e-gouvernement, ça permet de participer à la réalisation de l'ODD numéro 9. L'ODD numéro 11, donc c'est des villes durables, villes et communautés durables. D'accord? Donc, avec le e-gouvernement, les citoyens peuvent participer au progrès de leur ville lointaine, indépendamment du centralisme dans lequel on se trouve, la wilaya, le ministère, etc. Donc c'est ça, le e-gouvernement, il permet de participer à la réalisation de toutes ces ODD. La justice, donc ça permet à tous les Algériens d'être égaux, au même niveau d'information, à la même possibilité de créer, de s'informer, etc. Donc, alors ça, c'est ce que ça peut nous apporter. Quid par de rapport notre aux pays? ODD, Voilà, la les objectifs de c'est développement. les ODD. Où est-ce qu'on en est en Algérie? Il est rentré dans le sujet. Ah ben, C'est l'objectif, j'allais venir. Alors, aujourd'hui, donc, tu as raté la partie théorique, donc tu es pas entré directement dans l'état des lieux. L'état des lieux, aujourd'hui, nous avons fait quelques progrès. Mais c'est bien de le dire. nous ne sommes pas encore à l'état d'un e-gouvernement qui permet de réaliser toutes les démarches administratives en ligne. C'est bien de le dire aussi. D'accord? Donc, parmi les acquis, Je pense qu'on est classé 112e sur 193 pays. exactement, nous avons le GDI, e-Government Development Index. C'est un indice que l'ONU, donc, elle publie chaque 2 ans et elle classe les pays par développement de e-gouvernement. En fonction de plusieurs paramètres, évidemment. Voilà. Nous évoluons dans cet index, mais relativement par rapport aux moyens que nous avons, c'est très peu, l'évolution elle est très faible. D'accord? Donc, si on veut parler des acquis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a acquis? Malgré qu'il n'y ait pas, j'aurais aimé parler d'abord comment on a pensé le e-gouvernement avant d'arriver aux acquis, mais c'est pas grave. On a 1 heure d'émission, hein, donc c'est pour ça. Ok. Donc, parmi les acquis, nous avons le registre national d'état civil. C'est quelque chose de formidable et c'est pas n'importe quel pays qui a ça. Aujourd'hui, toutes les informations des citoyens algériens sont sur le serveur du ministère de l'Intérieur. Toutes les informations sont stockées dans le serveur du ministère de l'Intérieur. Donc c'est quelque chose de formidable et c'est pas à la portée de tous les pays. Et ça veut dire que c'est faisable. Moi, je vois ça comme étant un point positif. C'est un point positif, c'est un acquis. Je suis en train de parler des acquis. Nous avons aussi la CNIB, la carte nationale d'identité biométrique électronique. C'est un bijou électronique, c'est un bijou technologique. Nous l'avons, on en parlera après, par manque de vision, pourquoi on ne l'utilise pas. Mais c'est un acquis aussi qui est extraordinaire. Nous avons des pays... beaucoup de fonctionnalités cachées. Beaucoup de fonctionnalités cachées qu'on utilise. La fonctionnalité basique, on ne l'utilise pas, c'est pas grave. On en parlera tout à l'heure.
Vous savez que par exemple la France, ça fait 2 ans qu'ils ont lancé leur carte biométrique électronique. Nous, on l'a fait en 2016. D'accord, on l'a lancé en 2016. Sauf que tu sais pertinemment qu'on nous demande toujours de la photocopier Oui. pour n'importe Alors, quelle démarche Laissez-moi administrative. terminer les acquis et posez-moi cette question. Voilà. Pourquoi on n'utilise pas la CNIP? D'accord. Je fais aller à la question, il faudra la lui poser. Ouais, Voilà. Nous Elle est avons, notée, elle est notée. nous avons aussi la signature électronique. Oui. Aujourd'hui, nous avons une autorité nationale de certification électronique qui est scindée en deux. Nous avons l'autorité gouvernementale de certification électronique et l'autorité économique de certification électronique. L'autorité gouvernementale de certification électronique, elle s'occupe de la branche gouvernementale. La certification et la signature électronique, c'est un point très important. Sans lui, on ne parlera pas de e-gouvernement ni de digital. Tout à fait. Je Et on a le m'explique. cadre juridique aussi qui est... Le cadre juridique qui existe, Très bravo, important. très bien. Il y a même le cadre juridique pour la signature électronique. La signature électronique me permet, alors par similitude, nous avons dans le domaine papier, donc le cachet et la signature, pour valider un papier, pour dire que ce papier a été émis par telle administration, par telle personne qui l'a signé. Mais quand on va sur le numérique, comment prouver qu'un email, qu'un fichier PDF a émané de telle administration, a été signé par telle personne? C'est grâce à la signature électronique. Et j'avertis les auditeurs, la signature électronique, c'est pas scanner le gribouillage Évidemment, qu'on fait. oui. La signature électronique, c'est un procédé qui permet d'authentifier un document à tout moment. Et elle a, comme l'a dit Selim, elle a cadre juridique. un cadre juridique et une valeur probante au niveau du juge. Demain, quand je présente un email signé électroniquement, il est valable pour le juge, d'accord? Donc nous avons déjà ça. Nous avons quelques administrations qui l'utilisent. Nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur qui a commencé à l'utiliser. Voilà. Cette année, il me semble. Nous avons le ministère de la Justice qui utilise, alors regardez, il utilise sa signature électronique, pas celle de l'autorité nationale. Nous avons le ministère de l'Intérieur aussi qui a une certification électronique. L'essentiel, c'est que c'est un prérequis pour aller vers l'ère du digital. On ne peut pas parler de digital sans signature électronique. Nous avons l'infrastructure Internet. Je dirais que tous les Algériens aujourd'hui se plaignent, l'Internet, etc. Mais pour moi, ce que nous avons aujourd'hui nous permet de construire un e-gouvernement. Parce qu'une transaction numérique, c'est quelques kilooctets. Aujourd'hui, l'Algérien est en train de consommer en moyenne 17 gigas par mois. 17 gigas par mois. On est dans le top 5, en tout cas, des consommateurs au niveau africain. Alors, si on consomme 17 gigas, si ma mémoire est bonne, 17 gigas, elle va 70% dans YouTube et TikTok, etc. Mais le fait qu'on puisse consommer ça veut dire que nous avons une infrastructure qui est capable de répondre à... Non, mais on a un taux de couverture qui est assez important. Très bien. Même Nous dans avons des pays très même- avancés, on a des zones d'ombre, il y a des zones qui ne sont pas couvertes. Et le Aujourd'hui, ministre que nous avions reçu l'année dernière s'était engagé sur ces fameuses zones d'ombre et il a un plan qui est étalé sur plusieurs années. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'en 2026, cela devrait, au grand conditionnel, être réglé. c'est pas impossible. Alors, pour Ça, couvrir ça- l'Internet, ça nous avance. avons l'ADSL, donc le cuivre, la fibre optique. Nous avons la 3G et la 4G par les opérateurs. Nous avons ATS, Satellite. Algérie Télécom Satellite. Algérie Télécom Satellite pour couvrir les zones qui ne sont pas couvertes par les opérateurs téléphoniques. Donc, nous avons une infrastructure qui permet de satisfaire les besoins d'un e-gouvernement. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret et qui a été réalisé clairement aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les bacheliers se sont inscrits en ligne. Effectivement. Aucun papier. Donc, il y a déjà une relation entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce qu'on n'a pas demandé aux étudiants de venir présenter leur attestation de bac. Donc, il y a déjà une relation. Ils se sont inscrits, ils ont choisi leur orientation, le système leur a donné l'orientation, ça a été validé, ils ont reçu leur carte, l'image de la carte d'étudiants en ligne. Ils ont payé en ligne. Alors, Effectivement. leurs parents payent. On sent que Karim est concerné par cette question.
Alors, Parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore la carte et le mode de C'est paiement, ça. donc eux aussi doivent être impliqués dans le process, l'acquisition. effectivement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes en train de vivre une expérience digitale à 100%, à zéro papier. Et c'est ça, les gouvernements. D'accord. Là, tu viens Alors. de faire un SWOT. Je veux qu'on attaque le W, les weaknesses. Ça, c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce qui reste à faire, Tajdin? Laissez-moi terminer Timing, timing, il nous reste 25 minutes. C'est ça la radio, c'est l'éphémère, c'est D'accord. l'immédiateté. On va pas relire le livre. Il faut que les gens Je suis en train l'achètent de aussi. donner Il faut que les gens soient peut-être que je curieux. parle Suspense. beaucoup. Personne n'a osé te le dire, il fallait qu'Aled Amenassel te le dise. Plus Alors. sérieusement, qu'est-ce qui reste à faire? Quel Alors. est le chantier qui nous attend pour les mois, les années qui viennent? Là, c'est pas une question de chantier. Il faut d'abord se mettre d'accord sur la vision, sur la stratégie. Nous avons un problème aujourd'hui. Nous sommes en train de penser que chaque administration peut se digitaliser indépendamment de l'autre. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur monumentale de penser que, allez-y, ministère de la Justice, faites votre transformation Justement, parce digitale. qu'on a cette Connexion. impression que c'est en mode silo. Que C'est ça en mode fonctionne. silo et c'est Et- l'erreur principale, l'erreur qui fait en sorte qu'on utilise toujours du papier. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens se plaignent, ils disent voilà, j'ai téléchargé mon casier judiciaire, il n'a pas été accepté. C'est vrai, J'ai ça téléchargé. arrive. L'extrait de naissance. Il faut aller L'expression, légaliser c'est pas à la accepté. mairie, etc. Alors, justement, l'erreur fondamentale, où est-ce qu'elle est? C'est qu'on pense que digitaliser le process dans une administration, puis à la fin, vous donnez au citoyen un papier qu'il doit imprimer. C'est une erreur. Là, le numérique, c'est le zéro papier. Si c'est du zéro papier, ça veut dire nous devons interconnecter toutes les administrations entre elles. Donc, il faut, avant de les interconnecter, de les mettre à table, d'avoir une stratégie globale. Tout à fait. On ne peut pas avoir un système d'information au ministère de la Justice, un système d'information au ministère de l'Intérieur et ne pas les interconnecter. Donc, si on veut aller vers le e-gouvernement, et je dis bien vers le zéro papier, nous devons se mettre à table, discuter ensemble, enfin se mettre à table, eux ils doivent se mettre à table, les administrations, et décider d'une stratégie, d'une vision. Quelle est l'Algérie numérique qu'on veut, quel système on veut mettre, et discuter de cette stratégie-là. Karim. Moi, je vais juste continuer dans le sens de ta question et de ce qu'il était en train de dire. Est-ce que on peut dire éventuellement, avec tous les obstacles qu'il y a, tous les manques, les choses qu'on doit faire rapidement, parce qu'il y a le temps, Ouais. il se peut que qu'on y arrive un jour au zéro papier et les autres pays, les pays seront passés à... On aimerait bien y arriver au, vite. au Voilà. transfert de la pensée, ou je sais pas, avec l'intelligence La artificielle, la télépathie. télépathie. Sincèrement, et par rapport à votre expérience et expertise, quand est-ce qu'on pourra éventuellement voir un tome 2 qui parlera d'autres problématiques et d'autres solutions? Très bien. Moi, je suis optimiste. Aujourd'hui, il y a une demande que nous réclamions, ça fait des années. Nous voulions une entité directement liée à la présidence qui a un pouvoir supraministériel qui puisse Coordonné. coordonner et parler de la stratégie. Aujourd'hui, nous avons vu la création de le Haut Commissariat pour le numérique, ou là du numérique, je ne sais pas comment il l'appelle, mais l'essentiel, c'était ça notre demande depuis des années. En tant qu'opérateur dans le numérique, en tant que groupement algérien des acteurs du numérique, nous n'avons jamais cessé de dire on doit avoir une entité. Un ministère ne pourra jamais s'occuper de la stratégie nationale Même du numérique. dans l'émission, on leur a dit il faut un chef d'orchestre Et plusieurs un fois. chef d'orchestre qui va régler, qui va coordonner, comme a dit Reda. Donc on a besoin d'une... Et tant mieux, on vient de voir la naissance du Haut Commissariat au numérique qui va, j'espère, se pencher sur la stratégie. Donc c'est le bureau d'études. Regardez, lorsque vous allez construire une maison, c'est très simple. Lorsque vous allez construire une maison, vous n'allez pas appeler les maçons. Vous allez vous diriger vers un bureau d'études pour vous faire un plan. Le bureau d'études, c'est pas lui qui va construire. Il va faire appel aux maçons, mais les maçons vont respecter un plan global.
Pas je vais demander à deux maçons de me construire la cuisine, 2 maçons de me construire une chambre, 2 maçons de me construire un salon, etc. Alors, je t'interromps, ça me permet de faire de la publicité pour l'émission spéciale que nous ferons le 12 octobre et qui va parler d'architecture et de BIM. C'est exactement ce que tu es en train de développer, mais pour le génie civil. Oui, Kalem? Mais une question dans le même Arrête d'avoir sens. peur de lui, tu parles doucement. C'est mon ami, j'aime pas le brusquer, c'est mon ami. Ted, la naissance de cette autorité, c'est très bien, c'est extraordinaire, mais moi j'ai une certaine peur, Oui. c'est que remettre le tout au diapason voudrait prendre du éventuellement dire que refaire tout ce qui a été fait. Est-ce qu'on doit prendre une direction qui est, par exemple, ministère de l'Intérieur, qui a déjà avancé, ça. et imbriquer tous les ministères sur son système d'information, ou on doit réfléchir à un nouveau qui va nous faire éventuellement perdre beaucoup plus de temps. Justement, tu sais qu'on dit souvent à quelque chose malheur est bon. Moi, je te dis toujours ça. Dans le cas de l'Algérie, dans les TIC, l'avantage, c'est que des fois, quand on est en retard, c'est qu'on peut rebondir très vite. Parce qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec l'avènement de la blockchain aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas, et là je pose la question Bachir, est-ce qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui de repenser une plateforme complètement basée sur de l'IA qui va aujourd'hui, elle, justement, recoller et aller récupérer l'information de ces... Parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui ont été mis. Il y a eu des budgets qui ont été déployés. D'accord? Donc, on ne va pas aller demander aujourd'hui à des ministères de dire bon, écoutez, dans le budget que vous avez eu il y a 5 ans, on remet tout à zéro et on doit repenser de nouveau. Ouais. D'accord? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous une occasion d'aller justement sur pas une refonte, mais repenser l'approche? D'accord? Tout en mettant en avant aujourd'hui le retour sur investissement. Parce que je pense aussi ça comme un gouvernement, c'est le chef de gouvernement, c'est comme un chef d'entreprise. Il a besoin de voir le retour sur son investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas justement, j'ai bien lu dans ton livre, dans la partie 3 de la solution, et j'ai bien aimé le mot IDARA, le IDARA des aides. Oui. Pourquoi ne pas voir ce IDARA des aides comme étant une grosse machine, intelligence artificielle made in DZ? On n'est pas obligé de suivre les standards internationaux parce qu'eux-mêmes sont en train de refaire, et tu l'as dit si bien tout à l'heure, que certains pays aujourd'hui sont en train de basculer il y a 2 ans en arrière sur des cartes biométriques que nous avons déjà avec des fonctionnalités dormantes, et profiter justement pour enclencher tout ça. Très bien. Alors, justement, dans ce que tu dis est vrai, surtout dans le domaine du numérique, on peut faire des leapfrog. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, aujourd'hui, et je vous donne un exemple très simple. Je n'ai pas du tout, par exemple, tout ce qui est les opérateurs téléphoniques mobiles. J'ai rien, d'accord? Et les gens sont à la 4G, d'accord? Je peux directement aller à la 5G. Je ne suis pas obligé de passer toutes les étapes. C'est l'avantage du numérique. Donc, on fait des leapfrog, des sauts des sauts dans le... Mais la solution que j'ai proposée, c'est que je vais capitaliser sur les acquis. Je vais dire aux administrations qui ont déjà des systèmes d'information, continuez à travailler avec vos systèmes d'information. Nous allons juste créer une connexion avec le système global, le système unique que j'ai appelé IDARA, donc E-D-A-R-A. C'est une espèce, je vais dire une bêtise, c'est une espèce d'émulateur qui peut faire tourner les 3 systèmes? C'est pas un émulateur, c'est la partie centrale qui va interconnecter tous les systèmes. Même s'ils sont différents. Exactement. D'accord. C'est le portail unique. C'est le point d'entrée portail pour tout le monde. unique. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, si vous voulez retirer votre casier judiciaire, vous devez aller sur le site du ministère de la Justice. La première des choses, vous devez connaître le nom du site, donc le nom du domaine. Donc, vous devez faire une recherche sur Internet, le ministère de la Justice, etc. Vous voulez aller sur le ministère de l'Enseignement supérieur, vous devez connaître le nom du domaine. Vous voulez aller sur le ministère de l'Intérieur, vous devez connaître le nom du domaine. C'est la première problématique. La deuxième des choses, exactement, vous avez déjà une charte graphique différente pour chaque site. Donc imaginez un citoyen lambda qui accède à un site web. Ce site web, la charte graphique X, l'autre site web c'est une autre charte graphique. En plus, comme a dit, il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Oui. Différent pour chaque site gouvernemental. C'est une catastrophe, on ne peut pas faire ça. Donc ce que je propose, moi, c'est de mettre une plateforme unique
un portail gouvernemental qui sera, qui a pour rôle de faire discuter, faire parler ces systèmes-là qui existent déjà et les traduire pour les autres systèmes. C'est D'accord ? pas des API. Et donc, éventuellement. j'aurai un seul portail. Le citoyen va apprendre un seul nom de domaine, par exemple idara.dz, et accéder avec un seul Identifiant. credential, donc un nom d'utilisateur et un mot de passe, et il va trouver tous les services. D'accord ? C'est techniquement facile à faire, Salim? Je m'adresse aux techniciens que tu es. En fait, rien n'est impossible. En fait, moi, je dirais oui, c'est facile. De deux, ça peut apporter beaucoup de contributions, parce que dans le livre, je reviens toujours au livre, il y a des solutions qui sont proposées, et notamment on a la question de la contribution citoyenne, du citoyen qui revient. Et ça, c'est ici une excellente occasion. Pourquoi ? Parce que là, on peut impliquer les startups, on peut impliquer les universités via des hackathons, d'accord, qui seront dédiés à ça. Donc, on a de la main-d'œuvre entre guillemets gratuite, mais avec une vue, comment on appelle ça, une portée plus large, et surtout on va répondre à une question, parce que c'est des jeunes qui vont le faire. Très souvent c'est des jeunes. Et on va éliminer le cas de l'interface user experience, etc. et tout, dont on parle, pour avoir une plateforme ludique, une plateforme intuitive, facile à être utilisée, etc. et tout. Donc c'est une excellente chose. Moi, au contraire, je vois ça comme étant Ou développé par des entreprises qui ont de l'expertise et de l'expérience. C'est ouvert Pourquoi à tout le monde. aller sur les hackathons et sur le... Selim a évoqué un point important. La plateforme commune, la plateforme unique, on pourra ajouter des plugins développés par des startups qui permettent d'améliorer le user experience, etc. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de faire travailler tout le monde, de faire participer tout le monde avec des idées. Aujourd'hui, moi, je suis architecte informatique, j'ai pensé que le système doit être comme ça. Mais j'ai pas pensé qu'on pourrait aussi ajouter de l'intelligence artificielle, ajouter la une blockchain fonction pour la sécurité. La blockchain pour la sécurité, etc. Donc, il y a une possibilité de faire évoluer cette plateforme en lui ajoutant des add-ons, des plugins qui permettent d'améliorer de nouvelles fonctionnalités, améliorer l'expérience utilisateur, etc. C'est ça le... Il nous reste 10 minutes d'émission. Mariam a une question. Alors, moi, je reviens, peut-être les freins, je dirais pas obstacles. Est-ce qu'il y a un facteur humain qui pourrait empêcher et entraver ce développement ? Si c'est un facteur humain, est-ce que ce serait pas peut-être par manque de connaissances ou d'informations ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas peut-être passer à former, à simplifier ces notions-là pour qu'une personne dans une administration, dans une APC ou autre, ne bloquerait pas par non-connaissance que ce qui arrive très souvent, par manque de moyens. Voilà. Effectivement, les blocages viennent de la non-formation du personnel, la non-sensibilisation du personnel, mais ce n'est pas uniquement ces personnes qui sont non informées qui bloquent. On peut parler aussi de la simple fainéantise des bureaucraties, des personnes qui ne veulent pas travailler. Tout on le constate au quotidien. La fameuse résistance au changement. Voilà, parce qu'il n'est pas habitué. Peut-être il y a un nouveau logiciel qui doit s'adapter, une plateforme. C'est naturel, ça. L'être humain, il est fait comme ça. Je ne sais pas si c'est naturel, mais chez nous, comment en on tout cas... pourrait y remédier ? Il des... faudra faire des campagnes de sensibilisation. Les campagnes de sensibilisation, la formation du personnel, c'est quelque chose d'essentiel dans la transformation digitale d'un pays. On ne peut pas transformer en haut et les personnes en bas ne savent pas. Et vous savez, une fois, j'étais dans une poste, elle ne savait même pas, la personne qui était au guichet, elle ne savait même pas qu'un service existe. En termes de communication. Parce qu'on n'est pas en train de former son personnel. Et pourtant, la Poste, elle est en train de faire de quelque chose de formidable. Parmi les administrations, les entreprises qui font de belles choses en Algérie pour le numérique. Aujourd'hui, carte Dahabia, Beridimo, paiement en ligne, c'est quelque chose de vraiment formidable. Mais encore une fois, ça reste en haut, ça c'est de l'ordre de l'idée. Parce que dans ma poste de quartier, par exemple, je ne vais pas citer mon quartier, mais c'est l'anarchie la plus totale au quotidien. Donc c'est bien qu'il y ait de l'impulsion. On a vu le coup de gueule passer. Il y a de l'impulsion au lieu, il y a de l'idée, il y a des ingénieurs qui proposent des choses, sauf que ça bloque, évidemment, lorsqu'on arrive sur le terrain. Mais des fois... Qui d'aller vulgariser alors, c'est justement parmi les actions stratégiques à mettre dans le plan d'action, c'est la formation et la sensibilisation. On néglige souvent ça.
on est en train de faire quelque chose, allez, on va faire ce projet-là, on va réaliser, oh, on est content, c'est bon, on le lance. C'est exactement ça. Mais Mais les gens l'utilisateur, en bas ne sont pas au courant. Non, mais Bachir, des fois, Bachir. Tajdine, ils ne veulent pas changer. Moi, j'ai assisté à des scènes où ils ne veulent pas ce document. Exemple, quand une note sort, tu vas à une administration, vous lui dites voilà la note, il dit moi je ne l'ai pas eu. Alors que la note existe. Alors et qu'elle elle est existe, consultable, elle est il vérifiable. cherche sur le journal officiel, il la trouve et c'est son Et c'est ce son que ne métier. comprend pas, c'est pour ça que je t'avais repris en début d'émission, l'auditeur qui nous écoute, il se dit tiens, Tajdine Bachir, il est en train de nous raconter une Algérie extraordinaire où il y a des idées, c'est une Algérie qui existe. Sauf que dans le quotidien de la grande majorité des auditeurs qui partent à la poste, qui partent à la Ne banque, le voient qui sont pas. obligés, eh ben, ça met du temps. Voilà. Alors le fait de partir à la poste, nous ne sommes pas dans une Algérie numérique. Le fait, lorsque j'ai parlé de l'inscription des étudiants en ligne, ça c'est l'Algérie numérique Oui, qu'on veut. c'est pour ça que j'ai dit D'accord. que les deux Donc, le coexistent, maintenant il faut que les deux fusionnent. Aujourd'hui, nous devons éliminer le déplacement du site. Le citoyen ne veut pas se déplacer. Il veut régler ses problèmes administratifs à distance. Donc, il faut penser à éliminer ces postes. Bien sûr, la poste, je parle de la poste, elle est toujours nécessaire pour le moment à des fins donc, de courrier, de colis, Oui, mais non, ça, etc. c'est clair. Donc, on doit se déplacer. Mais la majeure partie des démarches administratives peuvent devenir directement en ligne et le citoyen peut les faire directement à partir de chez lui, à partir de derrière son écran. On n'aura même pas de problème puisque s'il y a un souci dans une administration, on ira directement consulter. Exactement. Bravo Karim. Le fait que le service administratif il est en ligne, nous avons de la transparence. Ça veut dire, on parlait tout à l'heure de dossiers d'investisseurs. Alors, dossiers d'investisseurs qui vont être demandés en ligne, j'ai tout de suite l'information qui a demandé à quel moment, historique, l'historique, pourquoi il n'a pas été réglé donc, dans les 15 jours, normalement il doit être réglé, etc. Donc c'est ça l'avantage du numérique, c'est justement de la transparence. Et ça évite la surcharge des bureaux physiques. Exactement. Justement. Exactement. Salim, il nous reste 3 minutes d'émission. Alors, Une question pour toi, une question pour Karim. Juste une dernière question, Bachir, justement pour cette partie-là, donc pour essayer de désengorger entre guillemets les bureaux physiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cette solution-là comme étant une solution hybride? Je m'explique, ça veut dire on aura une plateforme qui servira à faire des demandes et les équipes qui sont aujourd'hui en place, qui est une des raisons de la résistance au changement, qui est la crainte de perdre son emploi ou sa fonction, d'accord, reste un back-office qui fait du traitement. Et là, j'entame une deuxième petite question, désolé. Ah, tu as grillé la question de Karim Reda, Balk, hein, Non. on va parler d'indicateurs de performance. Parce Et que KPI. aujourd'hui, voilà, exactement. Chaque plateforme, on aura des indicateurs. Quels seraient les indicateurs qu'on pourrait imaginer pour un portail e-gov? En 2 minutes, Tajdine, challenge. Indicateur de performance pour un service en ligne, c'est le nombre d'usagers de ce service. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a 300 et quelques services en ligne. Ce n'est pas le bon indicateur. Le nombre de services en ligne, ce n'est pas le bon indicateur. Le bon indicateur, c'est combien de personnes ont utilisé ce service. Effectivement. D'accord ? Et la possibilité d'avoir un service hybride, c'est bien sûr, il faut le faire. Parce qu'il y a des gens, à cause de la fracture numérique, qui ne sont pas à l'aise avec le digital, ils sont toujours obligés d'aller vers l'administration jusqu'au jour où on aura toute une population qui sera numérique. Karim, la dernière question, s'il te c'est pas plaît. une question, c'est un peu un complément. Les vieilles personnes, nos grands-parents, les gens qui sont malades, Enfin, qui ne nous, peuvent pas se déplacer, Amoureda Voilà. aussi, le numérique va nous sauver notre vie parce qu'on n'aura pas plus besoin de se déplacer. Ça m'est arrivé, on m'avait dit ramenez votre mère, elle qui était malade, Ouais. c'était pas C'est vrai, vraiment c'est vrai. évident. Ouais, ouais. Donc je pense que le numérique va aussi aider dans ce point. Les humanitaire. avantages sont évidents. Conclusion, Tajdine Bachir, en 30 secondes. Optimiste, Conclusion. pessimiste, peut Alors, mieux faire Je suis toujours optimiste et surtout qu'aujourd'hui on a vu la création du Haut Commissariat du numérique. On attend de ce Haut Commissariat une vraie stratégie, une vision partagée par toutes les administrations et une direction unique. Pas chacun dans sa direction. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. En P2, nous parlerons entre autres choses de e-commerce. À tout de suite.
Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre émission, revient pour une 3e saison. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel, réalisé par Hasiba Djebloun, chaque jeudi de 17h à 19h sur Alger 3. – 18h07 sur les ondes de Radio Aïchin 3, Reda Menassel derrière son micro pour vous servir, assisté comme toujours par la sémillante Hasiba Djebloun derrière la vitre et entouré évidemment de mes chroniqueurs que le monde nous envie, en l'occurrence Mariam Gouraya, Salim Sherfawi et Karim Mbarak. 3 invités pour cette P2. Nous aurons le plaisir de parler de e-commerce dans quelques minutes en compagnie de notre ami Redouane Hamou et de Ramzi Ikwiren. Mais tout de suite, on va s'intéresser à notre ami Wissam Sabar Chérif qui vient nous parler de son tout dernier né, mais pas que. Ça s'appelle B-Digital avec 5 points d'exclamation. Marhaba bikoum, messieurs. Alors, merci Reda. Enchanté tout le monde et merci pour de m'avoir invité sur ce plateau très très riche aujourd'hui. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, petite présentation de ta personne, c'est ta première fois dans Médiatique et on enchaîne évidemment sur le commerce post-Covid puisque c'est un thème évidemment qui t'intéresse. Absolument. Alors, donc Wissem, 31 ans, je suis entrepreneur depuis bientôt une dizaine d'années et il y a quelques mois, donc je rentre m'installer en Algérie après un périple de 11 ans. Donc j'ai quitté Alger avec mon sac à dos pour des études de l'entrepreneuriat entre la France, les États-Unis et le UK. Donc notre spécialité ou nos spécialités, donc en seconde place la gestion de projet, mais en première place, et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est B-Digital, qui est une start-up qui a été créée donc en janvier 2023, qui a été labellisée en février 2023. D'accord. Et qui va activer dans l'ingénierie de l'innovation des métiers. Donc je m'explique, on va prendre les métiers aujourd'hui, on analyse la chaîne de valeur de bout en bout, puis on va essayer de repérer les pertes d'efficacité et l'utilisation de papier. L'objectif derrière, c'est de pouvoir créer des outils qui sont connectés à travers de la NFC, de l'OCR ou des QR codes. On vient de le voir justement avec les cartes de visite que tu viens de distribuer autour de la table. Exactement. On filmera ça pour nos auditeurs et vous allez voir que c'est quand même assez bluffant et pas cher en plus. Absolument. Et alors l'objectif aujourd'hui, donc on attaque le métier de la vente et on l'attaque donc avec un retour d'expérience avant Covid et post-Covid. On a un comportement client aujourd'hui qui est complètement différent. Le client ne veut plus se prendre la tête, il veut se faire vendre du début à la fin sans faire aucun effort. Et donc on s'était dit, c'est très bien, les commerciaux aujourd'hui doivent faire aussi peu d'efforts pour vendre. Donc on a créé la B-Card, donc qui est le premier accélérateur commercial aujourd'hui en Afrique sous forme de carte de visite connectée. Donc on va pouvoir aujourd'hui y renseigner absolument toutes ces coordonnées, en plus de liens personnalisés qui peuvent renvoyer absolument partout où on veut. Son site personnel, etc. Par exemple, on peut y inclure 1 à 3 brochures commerciales aujourd'hui, mais surtout on a créé derrière une panoplie d'applications qu'on a connectées pour envoyer aujourd'hui le premier CRM le plus automatisé d'Afrique, j'espère, qui va faire face aux grands du marché, notamment, on peut citer des marques ? Alors non. Notamment Bip Bip en France et Bip Bip aux États-Unis qui sont les deux. J'adore les produits de Bip, effectivement, merci c'est de la haute à Reda. technicité. Alors, CRM, pour les auditeurs de l'émission, qu'est-ce que c'est? Un peu de pédagogie et de didactique. Avec plaisir. Alors le CRM, c'est ce qu'on appelle le Customer Relationship Management ou un logiciel au final, ou un SaaS maintenant, parce qu'on parle plus de logiciel Effectivement. sur machine, qui permet de gérer la relation avec son client. Donc j'ai un client aujourd'hui qui arrive, comment est-ce que je peux faire en tant que vendeur pour l'avoir dans ma base de données et puis en prendre soin jusqu'au moment où il nous signe un bon de commande qui est aujourd'hui le summum pour un commercial. Donc je vais enregistrer un compte client, puis je vais mettre un contact dedans avec le nom, prénom, le numéro de téléphone et l'email, et derrière je vais me créer une série d'actions pour ne pas oublier de le rappeler dans 3 mois, dans 2 mois en fonction de sa demande. Voilà ce que c'est qu'un CRM Reda. Très bien, Salim. Alors, merci Wissam. Donc, plaisir. déjà merci pour cette nouvelle nouveauté que j'accueille bras ouverts. Donc moi je voudrais juste un petit peu approfondir. Donc tu parles là d'une solution qui va être justement dédiée à des commerciaux. Exactement. Voilà. Donc l'objectif étant donc de vendre avant tout donc son service ou son produit, peu importe. Et surtout donc d'assurer derrière donc une traçabilité. Absolument. Donc des rencontres, des leads, des prospects,
comment on appelle ça, donc, ou bien même d'un client déjà existant, donc Exactement. faire un petit peu de la remontée de données. Est-ce que cette solution, en fait, la panoplie d'applications qui sont greffées, qui accompagnent votre solution, est-ce que permet aujourd'hui de scorer et surtout de suivre l'activité du commercial? Parce que là, j'ai entendu comment récupérer l'information, comment la transmettre. Mais est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité du commercial? Le Parce qu'il a rendement, fait son voilà. job, voilà. Alors, absolument. Si tu permets, Salim, si on retrace aujourd'hui le parcours d'un commercial pré-Covid, on va dire, assez, on l'appelle archaïque de notre côté. C'est dans la sympa pour eux. C'est-à-dire, je vais distribuer Les une carte. primitifs, voilà. Alors, j'ai distribué une carte de visite traditionnelle. Donc, mon prospect, à 80% du temps, ne l'enregistre pas parce qu'il n'a pas le temps, il a oublié dans son costume ou perdu. Je vais l'appeler avec un numéro de téléphone qu'il ne connaît pas. Et puis, je vais passer 4 à 6 semaines. Donc, c'est un questionnaire qu'on a fait passer à des commerciaux en Algérie. Je crois qu'on en avait presque 500 qui nous ont dit donc 4 à 6 semaines pour avoir le premier contact post-salon, par exemple, en parlant du salon du e-commerce ce matin. 4 à 6 semaines. Exactement. Ça ne doit pas être de bons commerciaux. Alors, hein. Voilà, on va dans parler, quel domaine on va parler de domaine industriel et on va parler surtout de décideurs. Donc c'est pour la plupart des directeurs généraux adjoints, directeurs généraux ou présidents directeurs généraux. C'est normal qu'ils répondent pas. Voilà. Quand ils ne connaissent pas le numéro de téléphone, en général, C'est impressionnant. Hein. Exactement. Il peut se C'est passer énorme, beaucoup de hein. choses en Ça plusieurs. paraît- Exact. ça paraît énorme. Moi, je connais un président, directeur général, que quand il rentre le soir chez lui, il rappelle tous les appels en absence. Il répond pas pendant qu'il bosse, mais après il rappelle tout le monde. Ah, ça, On va c'est bien savoir c'est- qui nous connecte, alors. ça, c'est très très Angel. correct et très très rare aussi. Hein. Ouais, Absolument, parce que Reda. généralement, les DG ou les big boss ne sont pas la cible du commercial. Peut-être que c'est le service achat ou autre. Alors, ça dépend vraiment de l'entreprise. Le D'accord. big boss est le plus souvent concerné par l'activité commerciale et est connecté directement En avec le Algérie, c'est directeur généralement commercial. lui le preneur de décision. Voilà. Et généralement, Dans Tout tout, dépend hein, des dans secteurs. tout. censé être Ouais. le premier commercial aussi. Absolument, merci Salim. Oui, Euh, il représente, mais Ah non, non. Il est censé être le premier commercial. Voilà, il représente, aujourd'hui si on retrace c'est pas l'acheteur. un métier, une journée type d'un directeur général, on va avoir beaucoup de rencontres de maintien, ou ce qu'on appelle du key account management au final, de ses plus gros comptes et donc de ses plus gros clients. Et ça aujourd'hui ça devient très très précieux puisque un client dont on ne prend pas très grand soin, c'est un client perdu très vite aujourd'hui, surtout après le Covid. Donc pour revenir à ta question Salim, je distribue ma carte, donc on la perd, on l'a pas, on passe 4 à 6 semaines à essayer de joindre la personne, et puis surtout moi en tant que directeur commercial, je peux avoir des commerciaux, pas pour la plupart non, alhamdoulilah, mais qui peuvent me dire, bon bah écoute j'ai distribué mes cartes, mais c'est peanuts, j'ai rien en termes de retour aujourd'hui. Avec la carte de visite connectée, Bicard, on peut aujourd'hui tout simplement avoir un tracking complet et des KPI, donc des indicateurs clés de performance, qu'on peut définir aujourd'hui et se dire, ok, très bien, je vais voir combien Salim a distribué de cartes aujourd'hui, et sur 3 mois, je vais comparer la performance de Salim à la performance de Abdelkarim, et se dire, écoutez, il y a un relationnel direct entre le nombre de ventes, le nombre de contrats signés, et le nombre de scans qui a été fait sur les cartes. Donc les gars, objectif aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux à minima par sortie 200 scans de Bicard. Alors ce n'est pas évidemment du flicage, mais c'est juste la traçabilité du rendement du commercial. Mais si on part du principe que le prospect a déjà ma carte. Oui. Donc comme deuxième rendez-vous, je ne vais pas forcément lui donner ma carte. Alors non. En fait, l'objectif, Voilà. c'est de se dire, j'ai scanné ma carte, le prospect aujourd'hui a été créé. Donc, généralement, ce qu'on fait, et ce que très peu d'entreprises font, c'est qu'ils vont confondre le statut de contact, de prospect ou de lead en anglais, et d'opportunité. Chez BeDigital, on a une pratique très très stricte. C'est-à-dire que si on ne connaît pas la personne, on l'a jamais eu au téléphone ou par mail, c'est un contact. Dès lors où on a un contact avec lui et qui demande une présentation, on le convertit en lead ou en prospect. Exactement. Donc dès lors où il est converti en prospect, on a un premier indicateur clé de performance qui est combien de prospects ont été convertis depuis les contacts. D'accord. Et donc c'est des KPI qu'il faut mettre en place pour pouvoir suivre cela et donc vraiment garder la partie transmission de la carte sur la transmission et la création de nouveaux contacts et pas plus loin. Quel est Moi j'irai sur les petits soucis parce que je connais
petit peu le principe. Déjà, le PDG peut éventuellement ne pas scanner, peut éventuellement écrire directement sur place le téléphone du commercial. Donc le commercial peut être pénalisé même s'il a fait son travail. Il faudrait attendre 2 semaines ou 3 semaines pour prouver qu'il a vraiment bossé, même s'il a distribué la carte. Alors, c'est pour ça, Abdelkalem, qu'on parle d'ingénierie d'innovation des métiers. Quand on acquiert aujourd'hui un nouveau client, il y a systématiquement une formation qui est faite sur ce que c'est que d'être un vendeur post-Covid aujourd'hui. Donc l'objectif numéro 1 du commercial ne va pas être de distribuer une carte simplement, mais surtout de rester avec le prospect, donc déjà de se rapprocher de son client et donc de faire vraiment du service au sens propre. Alors pas câlin quand tu le fais avec les bras câlin. Il faut pas dévoiler ce qui se passe, c'est pour ça qu'on fait de la radio. Pardon. Et l'objectif c'est vraiment de rester avec lui, de l'assister sur sa carte de visite virtuelle et de lui faire enregistrer le téléphone. Donc déjà on se met dans une posture de servant, de service, et donc on accueille un client à bras ouverts comme tu veux. Est-ce que ça nécessite, chez le prospect, est-ce que ça nécessite d'avoir une application préalable ou pas? Absolument pas. Donc on est aujourd'hui peut-être la seule carte de visite connectée en Afrique. Je pense que vous allez écrire quelque chose sur son téléphone. Absolument pas. On lui fait télécharger. Il va reconnaître on lui fait télécharger une fiche contact classique. Donc exactement comme ça. Il doit faire une action. Qui est déjà enregistré. Si je suis prospect, je dois faire une action. Il doit avoir Internet sur son téléphone. Ou pas. Tout le monde. Bon, s'il est décideur, je pense. Ou pas, mais s'il n'a pas Internet, vous ne saurez jamais s'il la scanne. Alors, si, parce qu'on peut voir où le lien a été ouvert. Non, justement, il faudrait qu'il ait... oui, Kalem, absolument. D'accord. Mais en revanche, si on n'a pas d'Internet, on peut aujourd'hui envoyer sa carte de visite connectée par SMS. Et donc la personne pourra l'ouvrir derrière en arrivant au bureau ou en sortant du sein. Très bien, Salim. Alors, donc... Pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent mieux le fonctionnement de la solution. Donc, je reprends un petit peu le cheminement. Donc, je suis commercial. D'accord. Je suis face à un prospect. Je présente ma carte, ma bicarte, c'est absolument. Ça s'appelle comme ça. Très bien. Donc, j'invite mon prospect à scanner. Exactement. Très bien. Donc, il scanne. Alors, en fait, on l'invite pas vraiment, Salim. Soit il scanne, on se met à côté de lui et puis on lui montre. On lui parle pas de scanner une QR code. On se rapproche discrètement sur son portable. Alors voilà, surtout pas. Alors non, téléphone de sa poche. C'est du NFC. Donc, chers auditeurs, on ne plante pas de mouchards dans les téléphones. Voilà, j'essaie de parce que la frontière est. L'objectif, c'est surtout de ne plus parler de vente. Aujourd'hui, en 2023, après le Covid, les acheteurs et les prospects ont été harcelés par les commerciaux. Et donc, dès qu'ils entendent le mot vente, ils se braquent très rapidement et ils n'ont plus envie. Donc l'idée, c'est de présenter la bicarde à travers une nouvelle technologie qui arrive sur le marché, d'enclencher une discussion qui soit sympathique et de lui proposer de lui faire la démonstration. Et derrière, donc de lui dire, bah écoutez, ça tombe bien, vous avez ma brochure dedans, vous avez tout qui peut être enregistré dans votre téléphone en quelques secondes. Alors ça présente le double avantage. Il va se souvenir du prospect, parce que c'est une action qu'on fait rarement, il est rarement confronté à ça, et ça permet tout ce qui vient d'énumérer, c'est-à-dire le suivi, le tracking, etc. Maintenant, comment arriver à... On connaît tous autour de la table nos décideurs, nos chefs d'entreprise, qui ont parfois une conception assez, on va utiliser le même mot que Wissam, assez archaïque. Comment justement essayer de désarchaïser ce mindset? Alors, comment est-ce qu'on dépoussière tout ça? Je peux te faire un retour marché très pragmatique. Au lancement de l'idée, pour être sincère avec tout le monde, on s'est dit, on a de très faibles chances que ça marche en Algérie. Aujourd'hui, on compte 6 clients, un chiffre d'affaires phénoménal à 7 chiffres. Tu es au courant qu'on prend 10% autour de la table? Oui, je lui ai dit. Il le sait. Ça rigole pas. Donc, on a en fait cette clientèle aujourd'hui qui a faim de nouveautés, qui a faim d'innovation, et surtout, la partie commerciale de l'entreprise qui va driver cette initiative-là, parce qu'ils ont beaucoup de mal à vendre. Donc en fait, tu préfères cibler plus que... Exactement. Et après, sur une vente classique, on va pouvoir dire, bah écoutez, aujourd'hui vous faites des badges par exemple pour vos employés, pourquoi ne pas les connecter? On peut trouver un prix, et puis on fait à la fois une carte de visite et un badge employé. Et donc ça marche très bien aujourd'hui. Et on a une première société étatique qui nous a pris, donc qui a été la première à nous prendre nos cartes de visite. Quand vous avez une société algérienne étatique qui vous prend... qui fait confiance, c'est que déjà... C'est que c'est... Voilà, une dernière question, et notre ami Wissam évidemment reste avec nous, parce qu'on va parler de e-commerce dans quelques minutes. D'accord, on parle de business, c'est le sujet. La B Card,
j'allais dire bi-positif Aussi. aussi. Non, pas Est-ce que post-Covid, non, s'il te plaît. Non, non. Est-ce que c'est l'acquisition? Est-ce que c'est une acquisition? C'est des abonnements? C'est des participations? C'est quoi? Alors, merci pour la question, Abdelkarim. Donc, le business model aujourd'hui, c'est un abonnement qui va être annuel sur sur 4 types d'abonnements pour être plus précis. Donc, on va avoir la Bicard Starter, la Bicard Smarter qui va permettre au client d'avoir sa brochure à l'intérieur. Donc, c'est une économie énorme qu'on fait en termes d'impression sur le coût d'impression de la brochure. On va avoir la Bicard Seller qui va permettre aussi de recevoir les contacts, donc soit par email exclusivement même. Et puis la Bicard Wolf of Wall Street, qu'on surnomme la WOW aussi, qui va avoir une panoplie de fonctionnalités, dont un onglet Lead Management, donc qui va regrouper tous les contacts que vous avez reçus sur tous les salons, mais aussi un export Excel pour le mettre dans le CRM du client s'il ne souhaite pas travailler avec le nôtre, naturellement. Des fonctionnalités où il peut personnaliser sa carte de visite digitale, et j'en passe. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, pareil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Petite pause et on revient dans quelques minutes. Il est 18h30 sur les ondes de Radio HN3. Vous écoutez toujours Médiatique, présenté par votre serviteur Reda Menassel, accompagné de ses chroniqueurs de talent que le monde, l'univers, le continuum, espace-temps nous envie. Nous allons tout de suite nous intéresser au e-commerce, puisque vous le savez, le salon, Exactement. Voilà. le salon du e-commerce et des services a lieu au moment même où nous sommes en train d'en parler. Et pour justement débattre de cette question, nous avons le plaisir de recevoir mon ancien collègue, Radouane Hamou. Il est accompagné du légendaire, que dis-je, de l'homme qui murmure à l'oreille des décideurs. Notre ami Ramzi Ikwiran, marhaba bikoum. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Alors, on va commencer par toi, Radouane. Parlons-nous de ce salon. C'est sa deuxième édition, il me C'est la semble. deuxième édition, exactement. Il y a eu des nouveautés, il y a eu des talks de talent. Fais-nous rêver, s'il te plaît. Ah bah, pour faire rêver déjà les organisateurs de salon, on est sur une deuxième édition qui a quand même sa petite réussite. On en est très très content. L'année passée, en comparaison à cette année, on a fait un chiffre de 23 000 visiteurs pour sa première édition. On en était très heureux. Ça C'était, prouve l'engouement et l'intérêt des Algériens pour le e-commerce qui a complètement chamboulé notre quotidien, avouons-le. Les 23 000 l'ont prouvé très bien pour l'année précédente, et les 56 000 inscrits de cette année vont encore montrer que le e-commerce et les e-services ont tout à fait leur place dans la société algérienne, dans le mode de consommation algérien, mais surtout dans l'économie actuelle et future de l'Algérie. Alors il y a eu des talks encore une fois très très diversifiés, ça a parlé de fintech, ça a parlé vraiment, c'était presque un salon d'anticipation. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Quelles sont les tendances justement en matière de e-commerce de cette année? Actuellement, et je suis persuadé que Ramzi va me rejoindre sur cet avis, on est sur une phase d'acquisition dans le e-commerce. L'Algérie est en train d'acquérir de nouveaux entrepreneurs qui aiment ce métier-là, qui aiment ce domaine-là. Et c'est une période d'acquisition. Honnêtement, on est en train d'acquérir de jeunes entrepreneurs, de jeunes entreprises, de jeunes acteurs économiques qui arrivent, et surtout de jeunes consommateurs, parce qu'on a des personnes de 18 à 24, 25 ans qui commencent à se faire un Pour peu qui c'est un d'argent. réflexe maintenant de commander une paire de baskets sur Internet. Mais C'est de la science-fiction pour les vieux croutons que nous sommes autour de la table, mais pour eux, ils sont nés avec et ils se sont vraiment accaparés ce nouveau médium. Mais Reda, je ne parle pas d'acquisition de nouveaux consommateurs, mais surtout de nouveaux entrepreneurs. Ah, de nouveaux acteurs dans le C'est très bien. surtout ça, c'est des acteurs du e-commerce, parce qu'on a des personnes comme Ramzi ici présent qui en font beaucoup la promotion, par exemple sur les réseaux sociaux. Nous, on est un événement annuel, on se rassemble tous une fois par an durant 4-5 jours, mais il y a des personnes qui font vraiment le plaidoyer du e-commerce et des services en ligne. Je pense à notre chroniqueur Salim actuellement. Bedja notamment, qui en Forcément. parle systématiquement. Voilà. Forcément, voilà. Karim Barak qui en est le prêcheur depuis des années. Évangéliste. Ce qui ne nous rajeunit pas, évidemment. Et donc, comme je le disais, on est dans une phase d'acquisition de e-commerçants. Il y a énormément de personnes qui s'y intéressent, qui sont curieux, et on a cette spécificité dans le e-commerce, c'est qu'on n'arrive jamais à se dire que l'habit fait ou ne fait pas le moine. On peut voir un jeune de 18 ans, 20 ans arriver, et on pourrait se dire que lui, il n'a pas sa place dans un salon, lui, il n'a pas sa place dans le stand d'un exposant qui offre énormément de services, etc. On va se retrouver avec un jeune de 19-20 ans qui, lui, est en train de
Algérie une boutique en ligne qui draine 8 000 jusqu'à 20 000 commandes par mois et parfois par semaine, et c'est vraiment impressionnant. Justement, Adouane, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le salon. Et on était ravis de t'accueillir, Karim. Merci. J'ai pas eu droit. gentillesses. J'ai pas eu droit à mon café. J'ai pas eu droit à mon café. On peut pas, c'est notre senior, écoute. Eh ben, j'ai vu des jeunes, vraiment, ils ont voulu, c'est-à-dire, c'est même à l'entrée, tu les vois, ardent. Maoulin. Et c'est ça, j'ai pu discuter avec quelques-uns, et j'ai même rencontré un petit jeune, je sais pas, il doit avoir maximum 22 ans, qui faisait plus de 1000 commandes par jour. Par jour 22 ans. 22 ans, Énorme. C'est énorme. Moi, j'ai pas cru comme un vieux crouton qu'on dit Reda, Reda, mais quand j'ai vu, il m'a fait voir voilà, son dashboard, vraiment c'est extra. Bon, pas tous les jours 1000 commandes, mais arriver à 1000 commandes. Moi, son âge, bien je sûr. de la guitare, voilà, et j'avais pas d'autre rêve pas que plus. de réussir ma partition. Le meilleur de nous jouait de la gouache. Exact. Et c'était extraordinaire. J'ai aussi vu un petit peu beaucoup de jeunes qui voulaient lancer leur e-commerce, c'est-à-dire le site e-commerce, mais beaucoup ne savaient pas ni par commencer, ni par... c'est pour ça que ma question allait, quel était le programme des conférences exactes Voilà, si on peut en retenir 2-3, quelles sont les conférences marquantes, justement, de cette édition? On y va. Il faut savoir qu'il y a énormément d'animations actuellement sur le salon. Il y a donc les animations qui sont organisées par le salon, qui sont les panels, par exemple, où nous accueillons les seniors de ce métier, que ce soit le e-commerce ou le e-service, et où nous abordons tout ce qui pourrait intéresser un entrepreneur à part entière dans une transformation digitale. Mais on a aussi les talks, les Excel Talks qui sont sur la salle de conférence Alima Hachi, qui ces conférences-là partent beaucoup plus dans le partage d'expériences, dans la réussite comme dans l'échec, où là on peut tirer justement beaucoup d'enseignements, et là on peut vraiment se sentir dans un mode d'initiation. Et on n'oublie pas nos exposants qui participent beaucoup à ce genre d'activité, avec beaucoup de workshops qui se sont faits. Ramzi ici présent, on en a déjà animé 2 durant ce salon, et c'est ce qui donne en fait ce côté ludique au salon, en plus de son côté business, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a tout un parcours pour un e-commerçant, ou tout un parcours pour un porteur de projet, pour qu'il puisse trouver ses fournisseurs et forcément ses outils pour pouvoir développer son business. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Reda, l'année passée, on était aussi conviés à Médiatique pour en parler, je t'en remercie d'ailleurs. L'année passée, on voulait avoir des chiffres, et tout était approximatif quelque part. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Cette année, le Salon Excel a travaillé sur la première étude statistique concernant le e-commerce. Et on s'est beaucoup basé sur le profil du e-commerçant. On pourra au moins avoir cette base de statistiques pour pouvoir en parler comme ça, une carte dans les médias. Qui se lance dans ça. Voilà, exactement. Et en termes de tranche d'âge, je l'ai là sur mon téléphone, je me suis arrêté sur la tranche d'âge. Les 18-24 ans représentent 36,9% des e-commerçants sur un modèle ou un panel de 1000 personnes qui ont été sondées. On remercie nos partenaires qui ont permis à ce qu'on puisse avoir ces chiffres. Et en termes d'entrepreneuriat féminin aussi, le e-commerce compte 30,4% de femmes qui se sont lancées dans le e-commerce, comparé aux chiffres du CNRC, par exemple, des autres types de registres de commerce, etc., où on trouve pas plus de 15% de femmes entrepreneurs. Donc le e-commerce reste un rêve assez accessible, mais c'est aussi un projet de vie pour beaucoup de personnes, et c'est pour eux que ce salon existe, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont très nombreux à nous visiter à chaque édition. Très bien. Céline, tu as une question à notre ami Ramzi. Alors, moi, ma question, elle est très simple. Donc, aujourd'hui, l'écosystème, je pense que durant ce salon, donc, vous avez un petit peu retracé tout l'écosystème du e-commerce, du métier du e-commerce, donc qui est un métier de logistique avant tout. On dit très souvent qu'en fait, les gens, que l'e-commerce, donc c'est comparable à un iceberg. Ça veut dire ce qu'on voit, c'est pas ce qui est caché, parce que très souvent, Exactement. Et certaines statistiques ont bien dévoilé que, disons, 60 à 70% des entreprises qui se lancent dans le e-commerce se cassent la gueule. Je dirais même plus. Si ce n'est, là, je suis très gentil. Hein, au bout de 120 jours ou 180 jours. Ou 180 jours. Pourquoi? C'est une méconnaissance du marché? C'est des problèmes techniques? Non, c'est parce qu'en fait, ils découvrent que derrière, il y a tout un travail. Toute une logistique à mettre en place. Parce que très souvent, on a des fausses idées reçues.
en disant que le e-commerce, c'est moins de personnes, c'est moins de salariés. Je peux commencer effectivement pour ce qu'on appelle du e-commerce, et vous me corrigez les experts qui sont autour de ce plateau, dans ce plateau. Si on parle de B2C, d'accord, donc, ou bien de particulier à particulier, du C2C, donc là, effectivement, ça peut être léger. Parce que je comprends un petit peu les statistiques de voir de plus en plus de jeunes C'est-à-dire, je fais de la se poterie lancer. chez moi, je crée un site pour pouvoir Voilà, vendre ma poterie. je Voilà. fais du vitrage. J'achète, je fais- revends. Voilà, je fais des commerce. deals, j'achète, je fais du dropshipping. Maintenant, ça revient très souvent, etc. et tout. Mais là où généralement les gens se plantent, c'est quand on commence à faire du B2C ou voire même du B2B. Et là, ça commence à devenir lourd. Parce qu'on ne parle plus aujourd'hui uniquement de transactions en termes de vente, mais on va te parler de traçabilité, on va te parler de retour, on va parler de droit du consommateur à l'échange et Qui pose au souvent retour. problème aussi. On a déjà Exactement, évoqué ça parce avec Céline. qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu joué aux opérateurs logistiques qui aujourd'hui sont quasiment sous-traités parce qu'il faut sinon pour le jeune que Karim a parlé tout à l'heure, donc on parle de 1000 ventes jour. Non, une moyenne, disons, pas 1000. C'est Son énorme, record, c'est son énorme. record, c'est Voilà, 1000 son ventes record, par c'est jour, énorme. 1000 ventes par jour, c'est déjà... Moi, j'ai vu, C'est mais déjà énorme. Ouais. voilà. Donc sur les 1000 ventes jour, si on a 10% de retour, ça fait 100. Hein. Il Ouais, ferme, faut il les ferme, gérer. il ferme boutique. En termes de retour, 10%, c'est un très 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 bon ratio. hein. Magnifique. Donc déjà, j'aimerais bien redéfinir un peu l'écosystème e-commerce en Algérie qui va chez Anacha et nous. En fait, le stade les rana fait Doka, c'est on va anasemer le Tarabendo électronique. On n'est pas encore sur du e-commerce. Quelle J'aime jolie bien. métaphore. J'aime bien. Non, c'est pas, je vais être un peu cru, mais C'est juste direct, pour c'est- vous transmettre l'image, c'est que la plupart, enfin, on va dire 90% des gens qui se lancent en e-commerce Doka, c'est un peu l'euphorie تاع les dorado هذاك تاع الدومين Il y a اللي de l'argent نروحوا à se ليه faire, ونديروا on فيه y بزاف va, c'est دراهم. nouveau, voilà. Voilà, d'un côté, il y a les prêcheurs تاع social media, donc il y a beaucoup de gens qui le font paraître facile, parce que c'est vrai que de ce point de vue, à un moment donné, quand on a les bonnes automatisations, quand on se lance bien, ça commence à paraître très très facile. Mais le truc c'est que l'écosystème تاعنا مازال ما جاوش فيه des entreprises كبار اللي يحكموا des parts de marché. تسمى 80% تاع المارشي راهم متقاسم entre des petits acteurs qui font du C2C اللي مازال ما لحقوش لهذاك البي تو بي, mais on voit le potentiel qu'il y a, qui trouve des gens entre 20 25 ans qui m'a raoué Karim, et je peux des donner chiffres des impressionnants. exemples réels تاع ناس qui se font 2-3 millions de dinars de bénéfices par mois grâce au e-commerce. خدمتو شي دير يروح لعلمة, il choisit le bon produit اللي فيه une valeur perçue طالعة, يشريه رخيص, يدير une marge bénéficiaire qui n'est pas réglementée pour l'instant, parce que quand on compare la marge bénéficiaire entre ce qu'on trouve au détail, le commerce classique et en e-commerce, c'est énorme. Donc ce qui se passe maintenant, c'est وقت الغفلة تاع e-commerce. Donc n'importe qui يقدر يجي, il a la bonne vision, l'œil باش يخير le produit اللي فيه la bonne marge ويمشي له مليح. Il lance une campagne publicitaire sur Facebook, il peut faire des ventes à un volume énorme. Mais de On toute va manière, dire- dans l'histoire de notre pays, ça a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que ça commence par du cafouillage. Exactement. Après, ça se décante. Ouais. Bchouïa, bchouïa. On se souvient des VTC au début, des services C'est de ça. livraison. Et au final, le service, heureusement, s'est amélioré et les lois ont suivi. Justement, Anna, j'ai bien je voulais résumer cette Voilà. partie باش نقول parce qu'il y a بزاف ناس اللي كيسمعونا دوكا يقول لك بليك الناس كاع راهي رايحه الاي-commerce, ça va saturer, on est à l'aube. On est à l'aube et des Tout reste à événements faire. qui m'excellent, on va dire, ne font qu'accélérer la popularisation de le domaine, et on remarque qu'il y a des gens, la situation financière t'améliore, ou on remarque que ça a poussé des acteurs ou des entreprises à être là pour être des service providers, yani pour fournir des services. Je fais le lancement des plateformes concurrentes ou similaires à Shopify ou la YouCan algérienne. Donc là déjà je trouve qu'il y a un avancement technologique. Quand on parle de Shopify ou YouCan, ça veut dire que des plateformes où ils peuvent créer des stores ou des marketplaces, donc un site pour créer des sites web. La concurrence entre les services de livraison, donc mais une vingtaine, une trentaine de services de livraison concurrents. Ça va se marcher sur les pieds, se rouler sur les pneus. Voilà, alors que donc
il y a du volume. Mais il y a aussi, pardon, il y a aussi la nouvelle tendance que j'ai remarqué cette année, c'est la spécialisation. Par exemple, on prend Vinted en France, il y a un clone en Algérie qui s'est mis en place et qui commande et qui chiffre, hein, ça monte très vite. Donc on va un peu vers le e-commerce spécialisé. On parle de e-commerce parce que à la base j'ai souligné la partie où c'est du site aussi. Voilà, donc mais on va dire des business qui s'importent de l'étranger. Là, on commence à remarquer que... Mais il y a aussi une autre partie. C'est Excel, salon du e-commerce et du service électronique. Parce qu'en fait, l'e-commerce, il y a qu'on fait de la marge bénéficiaire, mais il faut aussi dire que le service électronique... Si ça ne suit pas, voilà. Non, mais le service électronique en termes de revenus et de retour, Digital Product, c'est un autre niveau. Il nous reste 4 minutes d'émission, il faut qu'on aille super vite. Salut Michel Faoui. Alors, moi, juste une question que je me pose, et que je pense que beaucoup d'auditeurs se posent aussi. Il y a un principe dans l'e-commerce mondial. Quand on est censé acheter en ligne, on est censé payer le produit moins cher. Pourquoi nous, c'est toujours plus cher? C'est une bonne question, effectivement. Donc on préfère aller au magasin. Ça. Donc quand tu as remarqué l'e-com, ou les produits qui sont vendus en e-commerce d'Oka, c'est des produits les nécessaires par impulsion. Il y a un créatif qui te donne envie d'acheter et tu cherches pas à voir le prix réel donc tu le vois. C'est pour ça que la winning product, c'est un produit qui se fait payer moins cher par rapport à sa valeur perçue. Il ben râler ou dire fait une marge bénéficiaire كبيرة. وقت الغفلة هذا هو. Alors, si on imagine rapidement, si un géant du e-commerce arrive demain en Algérie, l'état actuel, est-ce que va lui permettre facilement d'acheter tout le monde et se prendre des positions, ou y a-t-il de grands e-commerçants qui peuvent rivaliser dans le cas où ce grand mastodonte vient en Algérie? Je vais te répondre par une question. Si on parle de produits cosmétiques, quel est le premier, le top of mind, le site e-commerce algérien qui تحب تروح تشتري فيه produits cosmétiques? Est-ce que عندك un site web? Non, si on parle de vêtements. Vêtements, il y a celui que je viens de te citer, mais voilà, c'est balbutiant quand même. Donc en gros, je vais aller chez les vendeurs, les magasins directs, t'enseignes, qui aujourd'hui font tous du B2C. Oui, tout simplement. Ma cache une entreprise qui a un branding puissant. On en a quelques-unes, mais ils boitent encore. C'est pas encore à 100% établi, mais voilà. On va donner le mot de la fin à notre ami Redouane. Optimiste, pessimiste? Très très optimiste, un peu plus que Salim à ma droite et Ramzi à ma gauche. J'aurais aimé avoir plus de temps pour donner un meilleur plaidoyer. Je finirai sur cette période d'acquisition qui est en train d'offrir à l'Algérie une jeunesse qui est très très axée sur le business. Dieu sait que ce pays en a besoin pour son économie. Ce sont des personnes qui essayent de s'en sortir, de faire des choses. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on parle de personnes qui arrêtent après 120 jours. C'est des statistiques un peu téléportées qui ne sont pas propres à l'Algérie. Je rappelle que la première étude sur ce cas, on est en train de la mener, on va la présenter demain durant le panel qui y sera dédié. Ça sera demain à 11h. J'invite tous ceux qui nous écoutent de profiter de ce week-end pour nous rejoindre à la SAFEX. On y est jusqu'au 24 septembre. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de venir dans l'émission. Vous revenez bien évidemment quand vous voulez. Quant à toi qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.
Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre émission, revient pour une 3e saison. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel, réalisé par Hasiba Djebloun, chaque jeudi de 17h à 19h sur Alger 3.